Donc, nous avons commencé à définir le champ finalement épistémologique, mais aussi quelques mots cliniques et juridiques de la question des violences sexuelles. Nous allons prolonger en réfléchissant un tout petit peu sur les évolutions de la loi, puisque nous sommes aux 20 ans de la loi du 17 juin 1998, avec une sorte d'état des lieux dynamique, diachronique, et puis enrichi de vos retours. Je vous rappelle aussi que le groupe bibliographique est à la disposition du public, des experts et de la commission d'audition, si vous voulez faire préciser quelques points. J'invite Caroline Casanchi, qui est docteur en droit, avocate au barreau de Marseille, à venir nous présenter ces évolutions. Merci. Bonjour, alors merci rapidement aux organisateurs de cette audition pour m'avoir fait la confiance de nous donner ce sujet qui a été un fardeau, à vrai dire, tant il m'a paru complexe de traiter de ce sujet-là dans un rapport, et alors en 10 minutes c'est encore pire. Comment synthétiser alors qu'en commençant ce rapport, je me suis dit qu'une nouvelle thèse aurait pu être rédigée sur ce sujet-là. Comment synthétiser alors qu'on a ce sentiment, et qui n'est pas vraiment un sentiment mais une réalité, que depuis 1998, pas une seule année ne s'écoule sans qu'un texte législatif n'arrive et nous rappelle que la question des auteurs d'infractions à caractère sexuel est une question centrale. J'ai pensé il y a quelque temps que la figure du terroriste allait supplanter un petit peu la figure de l'auteur d'infractions à caractère sexuel. C'était oublié finalement que cette figure-là s'était ancrée dans l'inconscient collectif comme l'auteur, le crime le plus effrayant aujourd'hui est celui qui soulève finalement l'indignité. Un crime de sang est aujourd'hui mieux admis dans la société par le justiciable qu'un crime sexuel. 20 ans d'évolution, une loi de 98 qui était une loi pionnière, et surtout une loi de 98, et je pense qu'il faut le rappeler ici, qui n'était pas une loi d'urgence, et ça a du sens, parce que depuis lors, tous les textes que l'on a pu avoir ont été faits dans l'urgence. D'ailleurs, le texte qui est aujourd'hui dans le parcours législatif, le projet de loi de 2018 sur les violences sexuelles et sexistes, c'est un nouveau terme qui arrive, est une loi d'urgence, encore une fois, rapidité. La loi de 98, ce n'est pas une loi de rapidité, c'est tout l'inverse. La loi de 98, 4 ans de réflexion, 2 projets de loi, 2 gardes des sceaux différents, 3 rapports, pour arriver à un texte où l'on pose quelque chose d'inédit, le suivi, où la répression est à la lisière de la prévention, et un texte qui, aujourd'hui encore, n'a pas d'équivalent en termes d'innovation, je dirais juridique, judiciaire. Alors, comment analyser finalement ces 20 ans-là? Pour le faire, j'ai pris 3 prismes pour rompre avec la tradition des 2 parties, chères aux juristes. La répression, tout d'abord. La répression, c'est une répression qui est devenue effectivement sensationnelle, médiatique, de réponse aux attentes de la société. C'est un sujet, les auteurs d'infractions sexuelles, dans lequel le législatif, le politique, j'ose le dire, et le justiciable interagissent. Et des enjeux se sont détachés, des enjeux légitimes, moins légitimes, compréhensibles, incompréhensibles. Parmi ces enjeux-là, la lutte contre la cyberpédopornographie. Lutte contre la cyberpédopornographie qui nous a amené à continuellement enrichir la répression jusqu'à arriver, à mon sens, à un schéma extrêmement complet, peut-être trop complet, et dont les objectifs sont devenus complexes. Un exemple, pour ne pas reprendre l'ensemble des éléments, celui le plus récent, dans un premier temps, en 2007, par une loi, on vient sanctionner la consultation habituelle d'images à caractère pédopornographique. Donc on est sur la sphère Internet. Habituelle, donc il faut au moins 2 fois, il faut que l'auteur se présente 2 fois sur ces sites-là, avec l'idée de se dire qu'une fois, c'est possible, un clic malencontreux, et on tombe sur un site internet, sur une image que peut-être l'auteur n'a pas choisi de regarder. 2 fois, le hasard, cette fois-ci, est sanctionné. On y voit une volonté.
Réforme de 2013, et là, on se rend compte que le législateur durcit encore son analyse, et que nous dit-il? Il nous dit, attention, on peut sanctionner l'usage unique lorsque le site est payant. Ici, la volonté est différente. Donc, si l'on analyse avec un petit peu de recul, parce qu'il est très difficile d'avoir du recul dans quelque chose qui se fait dans l'urgence, c'est de se dire que, finalement, que fait le législateur? Le législateur tente de prendre en compte toutes les situations possibles, et dans ces situations, on protège le mineur, bien sûr qu'on protège le mineur, mais aussi on tente de détecter le plus rapidement possible, le plus tôt possible, un potentiel auteur d'infraction à caractère sexuel, et évidemment une potentielle dangerosité dont on sait, ou du moins dont on imagine, ou dont on pense qu'elle va aller en s'aggravant. Autre enjeu, la question de l'inceste. Un enjeu, à mon sens, qui est dérangeant parce qu'il révèle une fonction dont je pose la question, finalement, est-ce que c'est le rôle du droit pénal, la fonction déclarative du droit pénal? Quand on rajoute l'inceste dans le code pénal, on rajoute un qualificatif, on ne rajoute pas une qualification. La différence, c'est qu'on ne change strictement rien. On vient simplement dire, lorsque l'infraction est commise par un parent, etc., la loi égrène ce que l'on doit entendre par famille. Dans ces cas-là, on va parler de viol incestueux. Mais sur la qualification du viol, rien ne change. C'est dérangeant à plusieurs égards. Rapidement, c'est dérangeant parce qu'on pousse le droit pénal sur le terrain de la famille. Qu'est-ce que la famille? Pourquoi est-ce que les cousins ne sont pas énumérés dans ces listes-là? Donc on pousse le droit pénal sur un terrain dont je pose à nouveau la question, est-ce qu'il est le sien? Et ensuite, autre élément dérangeant, ce qualificatif, pardonnez-moi, ne vaut que pour les mineurs. Alors la justification, lorsqu'on lit les rapports, c'est une justification statistique, ce qui n'étonne guère vu le nombre de questions qui ont été posées sur ce terrain-là. Justification statistique, cela permettrait à voir, il faut du recul encore, dans quelques années, de savoir le nombre de plaintes, de condamnations pour viol incestueux, pour atteinte sexuelle incestueuse, etc. Autre enjeu, la question de la prescription. Autre difficulté, à la fois dérangeante, à la fois importante. La prescription, bien sûr qu'il fallait la rallonger pour les mineurs. Bien sûr qu'il est difficile pour un mineur de libérer la parole, ça l'est déjà pour un adulte, et le processus de dépôt de plainte est un processus qui est compliqué. Aujourd'hui, un mineur peut déposer plainte jusqu'à l'âge de 38 ans, ce qui pose une grande difficulté sur le terrain de la preuve. La preuve, c'est l'élément que l'on oublie. Comment démontrer quelque chose qui s'est passé 20 ans plus tôt, parfois 30 ans plus tôt? Et quelle est l'intelligibilité finalement d'un processus de plainte lorsqu'il n'aboutit pas? Et quand j'entends que cette plainte sur 10 sont classées sans suite, il faut aussi comprendre qu'une plainte que l'on dépose n'est pas une fin en soi. La plainte, c'est le début de quelque chose. Et ce début-là ne signifie rien en tant que tel. Elle signifie simplement qu'une qualification existe et que vous pouvez déposer plainte. Ensuite, il faut savoir si je peux démontrer, si l'on peut démontrer qu'il existe des éléments à charge. C'est ça aussi une plainte. Alors cette prescription, il est question avec le projet de loi de 2018 de la rallonger. 30 ans. 30 ans, c'est poser encore plus la question de la plainte. C'est peut-être aussi laisser penser aux victimes qu'en prolongeant la plainte, oula, 3 minutes, c'est un drame, en prolongeant la plainte, le temps de dépôt de plainte, on leur offre une possibilité d'agir. Alors bien sûr que ce prolongement-là, il a de l'intérêt, il y a du sens quand, par exemple, une plainte déposée 20-30 ans après les faits déclenche des plaintes très récentes sur un auteur qui continue à commettre des infractions. Donc oui, ça a du sens, mais ça pose aussi des difficultés sur le terrain probatoire. J'accélère un petit peu et je passe à la deuxième étape qui est celle de la qualification. On quitte la répression, on rentre sur la qualification. Que dire sur la qualification si ce n'est que le consentement? On est au cœur aujourd'hui, le centre de ce que la société cherche à comprendre. Qu'est-ce qu'un consentement? On a aujourd'hui, 2010, permis aux couples, aux conjoints, aux concubins de pouvoir se libérer d'une présomption de consentement à l'acte sexuel, et on est allé au-delà. On a créé une forme de discrimination positive, comme pour réparer notre discrimination négative, en leur disant, non seulement
vous êtes libéré de cette présomption de consentement simple, mais en plus, vous devenez une circonstance aggravante. J'accélère encore un petit peu. Le mineur, aujourd'hui, on est dans le cœur du sujet. Le mineur peut-il consentir? Est-ce que la minorité c'est une circonstance aggravante? Est-ce que la minorité devient, outre la qualité de circonstance aggravante, est-ce qu'elle devient le critère de l'absence de consentement? Est-ce que l'on peut dire que le simple fait d'être mineur vous donne cette qualité-là? Ça n'est plus une circonstance aggravante, c'est une qualité. Vous êtes mineur, ça qualifie l'absence de consentement. La question est débattue aujourd'hui parce que, encore une fois, 2018, le projet est en train d'être voté et on se rend compte que ce que cause la loi de circonstance, c'est-à-dire qu'une annonce, on va sur une présomption de consentement et la réalité juridique qui nous fait reculer sur cette présomption de consentement parce qu'elle ne tient pas, parce que le Sénat nous rappelle que tout simplement, un mineur de 13 ans peut être condamné à une peine privative de liberté. Comment ne pourrait-il ne pas consentir à un acte sexuel? Il y a quelque chose ici, un paradoxe qu'il fallait dépasser. Enfin, la question du suivi. Alors que la répression se spécifie, alors que la catégorie des infractions à caractère sexuel devient plus précise, la question du suivi, qui en 1998 était spécifique aux auteurs d'infractions à caractère sexuel, aujourd'hui, elle ne l'est plus. Donc il y a ce paradoxe entre une répression qui se spécifie et un suivi qui s'étend. Il s'étend parce que l'auteur d'infractions à caractère sexuel, en 1998, a simplement ouvert une porte, celle du post-carcéral, celle du suivi, celle de la précaution, celle d'une société dans laquelle le risque repose sur l'institution judiciaire. Le risque post-carcéral repose sur l'institution judiciaire. Et l'auteur d'infractions à caractère sexuel a simplement révélé une chose, et j'en terminerai par là, celle d'une nouvelle figure, celui de la personne dangereuse. Et la personne dangereuse, le poste carcéral, devait créer le suivi. Et aujourd'hui, on le sait, le suivi socio-judiciaire a donné naissance à d'autres formes de suivi, beaucoup plus dures, beaucoup plus denses. Mais une chose est certaine, c'est que le suivi aujourd'hui, post-carcéral, tel que nous l'avons connu en 1998, n'existe plus, en ce qu'il n'est plus spécifique aux auteurs d'infractions à caractère sexuel. Je vous remercie. Merci beaucoup. Pour continuer, j'ai le plaisir d'accueillir Tristan Renard qui va pouvoir nous parler, en plus de cette évolution qu'on a bien compris sur le monde législatif, de l'évolution des représentations sociales. Tristan Renard qui est sociologue et chercheur et il travaille au CRIAVS de Toulouse. Merci. Bien, bonjour. Donc, je vais intervenir sur une question qui m'a été posée, qui est celle-ci. Depuis 1998, quelle est l'évolution des représentations sociales concernant les auteurs, les victimes, les violences sexuelles et quel est leurs impacts de ces représentations? Donc, en introduction, je déclare n'avoir aucun conflit d'intérêt concernant les données de ma communication. Alors, je tiens à préciser quand même que je ne suis absolument pas spécialiste de la question des représentations sociales. J'ai fait tout un travail de documentation et de formation sur le concept. Et je peux déjà affirmer que répondre à cette question-là est difficile, puisque la question de l'évolution des représentations sociales reste difficile à appréhender pour plusieurs raisons, qui est d'une part, quelque part, l'étendue conceptuelle de la notion de représentation sociale, qui varie selon les auteurs et qui fait qu'on ne peut pas avoir un objet comme ça suffisamment unifié, et également la diversité des sources méthodologiques qui ne permettent pas de répondre à la question de l'évolution de ces représentations. Néanmoins, mon intervention va se centrer sur quelques traits de ces représentations, aujourd'hui, qu'on peut mesurer ou évaluer en tous les cas, et les enjeux, les conséquences problématiques posées par certaines représentations sociales sur la question des violences sexuelles. Donc en termes de définition, j'ai repris un concept assez classique, qui est celui de Pierre Manoni, qui dit que le concept des représentations sociales désigne des schèmes cognitifs élaborés et partagés par un groupe qui permettent à ses membres de penser, de se représenter le monde environnant, d'orienter et d'organiser les comportements, souvent en prescrivant ou en interdisant des objets et des pratiques. Ce qu'il faut retenir de cette définition-là, c'est que les représentations sociales sont un type particulier de savoir qui désigne des savoirs pratiques et immédiats à dimension collective et qu'il désigne finalement deux types d'objets, à la fois des actes de pensée préconscients qui relèvent finalement d'une forme de mécanisme face à des situations et également des produits socialement élaborés.
L'implication concrète des représentations sociales dans la vie sociale, elles sont de 3 ordres. D'une part, elles permettent aux individus d'interpréter les situations, d'interpréter les vécus, d'ajuster la pratique aux situations et aux objets auxquels ils font face, donc un ajustement des pratiques à partir des définitions de la situation, mais également de légitimer l'environnement social. Donc, on voit qu'à partir de ces 3 dimensions, un ensemble d'enjeux peuvent être posés sur la question des violences sexuelles. Donc, j'interviendrai sur 2 points. D'abord, sur la question de la population, des représentations dans la population générale. J'ai mis entre guillemets parce qu'il me semble que l'évaluation des représentations sociales en population générale est assez difficile, en tous les cas, puisque la notion même de population générale, quand on parle comme ça d'évaluer une forme de subjectivité, reste assez difficile. Je le développe dans le rapport, je ne le développerai pas à l'oral. Sur la question des violences sexuelles, on peut dire que c'est un phénomène récent en tant que problème public, c'est-à-dire en tant qu'elle va générer des politiques publiques. On va le situer autour des années 70, mais un emballement, entre guillemets, qui est grandement à relativiser, ça a été dit précédemment. D'une part, parce que derrière les figures comme ça, publiques et médiatiques des violences sexuelles, il y a évidemment une sélection des figures qui vont être médiatisées, publicisées, et également parce que la répression en matière de violences sexuelles, ce qu'on pourrait parler de criminalité sexuelle, ce qui désignerait le champ de la répression des individus qui vont être punis. La criminalité sexuelle n'est qu'une infime extraction de l'ensemble des violences sexuelles et une extraction qui se fait sous l'angle de la sélection et notamment la sélection sociale. C'est évidemment, ça a été montré par plusieurs études, les classes populaires qui vont être principalement l'objet de ce traitement pénal. Mais ce qu'on peut dire en matière de représentation, c'est que depuis 1998, la connaissance sur le phénomène des violences sexuelles a grandement progressé par des enquêtes qui ont été citées précédemment par Alice Debauche et qui permettent d'avoir des outils aujourd'hui possibles pour, on va dire, contrecarrer des formes de représentation véhiculées dans diverses sphères sociales. D'une part, sur la question de l'ampleur du phénomène, le décalage entre les chiffres judiciaires et la réalité qui peut être mesurée par différentes enquêtes, la mise en avant de la méconnaissance des définitions juridiques par les individus, qui fait que ça peut expliquer aussi des fois la difficulté au recours à l'action pénale, et puis également l'économie générale de ces violences qui sont, comme les violences en général, des violences essentiellement domestiques, c'est-à-dire qui touchent des personnes connues, principalement des victimes. Néanmoins, malgré cette meilleure connaissance, un ensemble de représentations persistent dans le champ public, notamment la prévalence de la figure du sexe psychopathe, qui a été définie par Claude-Olivier Doron, les figures du meurtrier sexuel, qui a un impact, c'est que ça contribue finalement des fois à banaliser les autres formes de violences sexuelles qui sont plus communes, plus, on va dire, répandues à travers, on va dire, dans le champ social. D'autre part, persistent aussi, certains travaux le montrent, les stéréotypes de classe, qui peut aussi expliquer pourquoi l'action pénale parfois se situe sur les classes populaires en matière de violences sexuelles. Mais ce qui me semble important à dire, c'est que la question de représentation sociale concerne aussi 2 autres aspects. D'une part, les définitions, qui ne sont pas consensuelles dans le champ social sur ce qu'est la violence sexuelle et son étiologie, et d'autre part, la légitimité des violences sexuelles en tant que problème public. Je cite dans mon rapport une Patricia Romito qui remet en contexte, par exemple, un rapport qui avait été fait en 2001 sur les violences envers les femmes, qui avait suscité un nombre de polémiques sur le contenu scientifique, mais aussi sur l'idée de s'intéresser spécifiquement à la question des violences envers les femmes. Et on voit que la question des violences sexuelles, finalement, n'est pas une question consensuelle aujourd'hui dans le champ social. Deuxième point sur ces questions en population générale, quelles sont les sources de ces représentations? Je vais passer très vite là-dessus. Globalement, on peut référer à la question de la notion de culture du viol qui va désigner finalement tous les stéréotypes véhiculés par un ensemble de discours dans le champ social et qui vont légitimer certaines formes de violences sexuelles. Et puis également des mouvements sociaux désignés sous le nom de masculinistes qui sont apparus au Canada mais qui existent aujourd'hui en Europe, qui vont défendre pour soi-disant faire face au mouvement féministe, la domination masculine et qui, par certains discours, vont légitimer des formes de violence sexuelle. Je fais référence à des travaux qui portent sur ce qu'on appelle les forums de drague sur Internet, qui vont développer des techniques de drague qui sont souvent les techniques de violence sexuelle. D'autre part, en termes de sources, la question du traitement médiatique qui est souvent revenue. Et ce que je montre dans le rapport, c'est l'ambivalence du traitement médiatique des violences sexuelles. À l'image d'un certain nombre d'autres de questions criminelles, le traitement médiatique présente une vision déformée de la réalité criminelle en montrant certaines figures prévalentes, notamment le sexe psychopathe, les pédophiles, qui sont des figures marginalement statistiques dans l'économie générale des violences sexuelles. Néanmoins, le terrain médiatique est aussi un espace sur lequel est publicisée la question des violences sexuelles. Et donc, c'est toute l'ambiguïté aujourd'hui du champ médiatique. C'est qu'à la fois, il déforme la vision des violences sexuelles, mais qu'en même temps, elle permet, quelque part, la sensibilisation autour de cette question-là.
Alors maintenant, chez les professionnels, la question est différente ou est posée de manière un peu différente. Quelles sont ces représentations chez les professionnels? Différentes études montrent que les représentations sociales ont un impact direct sur la prise en charge et la relation d'aide. Ce qui est pointé, c'est une sous-estimation des violences des praticiens parmi leurs patients, une lecture individualisée de ces violences qui va insister sur les aspects mentaux ou sur les dynamiques de couple, par exemple dans le cas des violences conjugales, et marginaliser les questions environnementales. Ça a été dit dans le rapport de Christophe Adam. Une lecture aussi discriminante, et là je cite Delphine Serre, qui montre que les assistantes sociales qui font des signalements sur les mineurs ne vont pas avoir la même lecture des violences selon si le mineur est un garçon ou si le mineur est une fille. D'accord. D'autre part, les représentations sociales en population générale ont des conséquences sur les prises en charge, puisque différentes études montrent qu'elles peuvent constituer un frein pour la réintégration sociale des auteurs de violences condamnés. Je peux faire référence aussi aux travaux de Loïc Vacan, par exemple, qui montrent ça aux États-Unis, comment toutes ces politiques qui visent à prévenir la récidive provoquent quelque part des facteurs de risque en matière de récidive, en isolant les individus et en freinant leur réintégration sociale. Ce que montre aussi, ce que je parle dans le rapport, c'est l'importance du travail sur la représentation sociale chez les professionnels, notamment sur le travail émotionnel, ce que montre Van der Stucken dans un article, c'est-à-dire qu'il y a une nécessité à travailler ces représentations parce que ces représentations ont des conséquences en termes d'attitude des professionnels vis-à-vis des personnes prises en charge. D'autre part, et je passe vite là-dessus, évidemment la question spécifique de la sexualité, qui est une difficulté propre pour les professionnels à traiter de manière professionnelle, puisque la question du langage, de quels sont les termes qu'on utilise, mettent bien souvent les professionnels en difficulté. Deuxième et dernier aspect sur cette question des professionnels, c'est 2 points critiques que je souligne dans mon rapport, c'est qu'il faut s'intéresser aux représentations sociales, mais en évitant 2 biais. Premier biais, c'est la question de ce que j'appelle le risque d'ethnocentrisme professionnel, c'est-à-dire de juger les représentations sociales des autres professionnels à l'aune de ses propres représentations. Et ce que je veux dire, c'est que les catégories mobilisées dans le champ professionnel, dans le champ thérapeutique, il faut avoir conscience que ces catégories sont relatives et qu'elles ont une vocation d'abord pratique. Et à ce titre-là, elles sont provisoires et relatives et qu'il ne faut pas chercher finalement à les imposer à d'autres formes de catégories ou d'autres formes de professionnels et que l'usage de ces catégories-là sont un usage évidemment circonstancié. Dernier point sur cette question des professionnels, c'est le risque de dépolitisation. Alors dépolitisation, je l'utilise au sens de perte d'imaginaire, c'est-à-dire le fait de réduire la question de la prise en charge d'auteurs de violences sexuelles à une question purement technique, alors que dans le travail professionnel sont mis en marche des valeurs sur la question des violences sexuelles, qui n'est pas encore une fois une question consensuelle, et que interroger finalement la finalité du travail professionnel, interroger aussi quelles sont quelque part les normes politiques qui vont être mobilisées par les professionnels sur la question des violences sexuelles, permettrait peut-être de relier des fois la question propre, par exemple, du soin à d'autres questions plus générales et permettrait peut-être de développer aussi la question de l'imaginaire professionnel. Et je cite dans mon rapport Marwan Mohamed, qui est un sociologue, qui montre que la conception en termes de gestion des risques conduit à surévaluer l'impact de la mentalisation, l'impact de l'activité des agences pénales dans la désistance criminelle, alors que d'autres facteurs entrent en compte et que prendre en compte ces autres facteurs permettrait peut-être d'avancer là-dessus. En conclusion, je dirais et je redis que les représentations professionnelles doivent être prises en compte en tant qu'aspect ayant un aspect purement instrumental, c'est-à-dire en ayant un aspect pratique. Quelle est l'utilité de ces représentations dans la construction d'une position de neutralité bienveillante dans la prise en charge, sans disqualifier les autres formes de représentation qui pourraient rentrer, on va dire, en contradiction avec celle-ci, et qu'il y a un enjeu finalement à diffuser les savoirs optimistes, c'est-à-dire ce qui marche dans les prises en charge, puisque ce qu'on peut noter, et ça a été un peu dit tout à l'heure, c'est que les politiques pénales en France sont surdéterminées symboliquement. Autrement dit, un des facteurs qui va construire les politiques pénales, c'est d'abord le facteur symbolique, c'est-à-dire ce qui va être dit à travers les politiques pénales, ce qui va être dit dans le champ politique sur les questions pénales, et beaucoup moins l'aspect instrumental, c'est-à-dire la question de la mise en œuvre concrète de ces politiques pénales et la question de leur efficacité. Et au niveau des professionnels, je dirais une des responsabilités, c'est de diffuser ce qui fonctionne par rapport à des discours souvent très négatifs qui circulent dans le champ médiatique et qui sont souvent le support de politiques qui réagissent à des faits divers. Et donc il me semble qu'il y a un enjeu particulier aujourd'hui communicatif chez les professionnels par rapport à ces questions. Voilà, je vous remercie. Merci. Nous allons donc maintenant accueillir Jean-Philippe Cano, qui est médecin coordonnateur, expert, vice-président de la Fédération française des CRIAVS
et qui travaille au CRIAFS de Bordeaux, qui va nous parler des différents acteurs, de leur mission et de leur articulation. Merci. Mesdames et messieurs, chers collègues, chers amis, je vous remercie de m'avoir invité aujourd'hui pour répondre à cette question, enfin à ces questions, parce que vous avez vu, il y a plusieurs points d'interrogation. Et j'ai une pensée amicale pour Jean-Louis Senon, du coup, qui devait la traiter initialement. Alors, attendez, comment ça marche à droite. Ah, ouais. Alors, mes conflits d'intérêts. Bon, voilà. Alors, donc, les acteurs dans la prise en charge et de manière plus élargie dans la prévention des auteurs de violences sexuelles et des violences sexuelles, effectivement, sont très nombreux. Voilà, donc je les ai listés sur la diapositive. Là, vous verrez le rôle important aussi des institutions, hein, de plus en plus, l'éducation nationale, l'Église qui se penche sur la question de la pédophilie et qui sollicite les CRIAFS pour faire des actions de formation, de dispositifs d'écoute. Les associations très nombreuses, hein, on pourrait citer l'Ange Bleu notamment et PédoHelp sur la prévention de la pédophilie, hein, qui sont très actives. Et puis la société civile, effectivement, qui est de plus en plus amenée à se manifester. Alors avec les questions de justice restaurative, mais aussi c'est la question de l'environnement de l'auteur de violences sexuelles quand il sort de prison, hein, l'hébergement social, le travail, la famille, etc. Alors ce magnifique schéma vous montre en fait, alors j'essaie de décrypter 5 niveaux de dispositifs en termes d'offres de soins aux AVS. Alors ça montre 2 choses, ça montre qu'en 20 ans, les 3 étages du dessus n'existaient pas, donc c'est plutôt c'est une sacrée avancée, hein, ça représente à peu près, bon, j'ai du mal à chiffrer, ça va être un peu le problème de mon propos, c'est que je n'ai pas toujours des chiffres exacts, mais à peu près une 50aine d'équipes ou de dispositifs. Voilà. Alors, la deuxième chose, c'est qu'elle n'est pas proportionnelle à ce qui existe en France, puisqu'en fait, vous avez en bas un énorme socle qui représente tout le dispositif public des centres médico-psychologiques, de la pédopsie, de la psy adulte, les unités de soins générales en prison avec les DSP et les SMPR, le suivi libéral et puis tous les milieux institutionnels où vous avez aussi des auteurs de violences sexuelles, déficients mentaux, des adolescents, des institutions psychiatriques où il peut y avoir des problématiques de violences sexuelles et pour lesquelles nous pouvons être sollicités. Alors, les difficultés de la psychiatrie étant ce qu'elles sont, la pénurie de médecins, les délais d'accès très longs, les suivis psychologiques engorgés. Donc vous avez des infirmiers en première ligne, vous avez toutes ces difficultés qui sont classiques avec la psychiatrie générale, et du coup un surajout avec la thématique des auteurs de violences sexuelles, du fait des représentations sociales, des contratitudes. Et alors, ça peut bien se passer aussi par moments, mais c'est vrai qu'on a souvent des remontées de terrain, hein, quand on intervient en tant que CRIAFS, de suivi en coquille vide, de difficultés, d'épuisement professionnel, voilà. Voilà. Et pourtant, ça reste, hein, il y a 3700 CMP, voilà, donc on est sur des milliers et des milliers de structures. Donc c'est le schéma du soin aux AVS en France. Hein, voilà. Et après, vous remontez. Alors, certains CMP, certaines unités en prison ont pu développer des offres de soins spécifiques AVS en termes d'évaluation, par exemple, ou en termes de groupe. Hein. On a, par exemple, sur la Gironde, un CMP qui fait du groupe inter-CMP, hein, donc qui recentre avec 2 ou 3 collègues très dynamiques et très motivés, et le CRIAS vient en appui. Voilà. Et puis après, vous avez des unités plus spécifiques avec des budgets alloués, donc les DSAVS pour les unités, les centres de détention fléchés, les unités en milieu ouvert, les CRIAFS, et puis peut-être la cerise sur le gâteau serait les CRIAFS qui ont en plus une unité de soins spécialisée. Alors, les évaluateurs, bon ça c'est les ours polaires et la banquise qui font, c'est-à-dire que j'avais participé à l'audition publique sur l'expertise il y a 10 ans. Il y avait 750 experts psychiatres, là il n'y en a plus que 350 recensés. Psycho, 3 à 500. Médecins coordinateurs, il y en avait 220 en 2011, on ne sait pas combien il y en a là. Donc voilà, c'est plutôt préoccupant puisqu'en fait ce sont des gens qui sont de plus en plus sollicités en pré-sententiel et en post-sententiel pour les coordinateurs et les experts psychiatres pour les aménagements, avec des questions d'indication aux soins pénalement ordonnés, des questions sur la paraphilie, voire sur les traitements spécifiques des paraphilies. Et ils sont de moins en moins nombreux. Bon. Les coordonnateurs, alors c'était la nouveauté de la loi de 98 quand même, quand on compare l'OS et l'obligation et l'injonction de soins, quand même des avancées, puisqu'en fait on a un interlocuteur avec le soignant, on a aussi un interlocuteur médical pour la justice, donc il peut expliquer des choses. Moi je trouve quand même que
voilà, il y a des avancées. Après, les pratiques sont très hétérogènes en fonction des coordonnateurs. Hein. Vous avez des gens qui sont très minimalistes et qui attendent qu'il y ait un problème, donc le soignant les contacte, sinon ils ne font pas grand-chose. Et voilà. Et puis vous avez des coordonnateurs qui sont très évaluateurs, qui vont être très dynamiques, qui vont participer à des groupes avec les JAP et les SPI, par exemple. Voilà. Donc vous avez des choses qui sont très variées, mais en même temps, c'est une fonction qui est très récente. Donc c'est bien que ça se passe comme ça, et je crois qu'il faut qu'il y ait encore plus de groupes d'échange. Je suis bien dans Alors les CRIAPS, les CRIAPS, on va passer assez vite. Hein. C'est vrai que c'est aussi ce sont des antennes qui se sont développées depuis 2006, mais surtout avec une grande vague de régionalisation en 2008-2010, avec des équipes plutôt issues du soin. C'était c'était plutôt la consigne effectivement de susciter des vocations de coordonnateurs et d'aider les soignants sur le terrain. Or, en fait, ils s'adressent à tous les professionnels de santé. Et c'était assez judicieux de la part de certains CRIAPS d'avoir recruté des juristes, des sociologues comme M. Renard et des éducateurs PJJ. Et récemment, ou prochainement plutôt, un CEPIP va arriver dans une équipe à Tours. Donc, ce qui est plutôt bien puisqu'on s'adresse à d'autres publics. Et, voilà. Alors, les CEPIP justement, deux mots, c'est qu'ils ont un rôle central dans la prise en charge des AVS puisqu'ils ont la palette effectivement de tout ce qui se passe et en temps réel puisqu'ils ont un suivi de terrain. Et des missions qui évoluent au départ de réinsertion sociale et voilà. Et maintenant, on est sur le champ de la prévention de la récidive, donc avec des interventions en termes de groupes de PPR, par exemple, en termes d'évaluation, qui font qu'effectivement, c'est un métier qui évolue beaucoup, avec des difficultés aussi, avec des débats au sein de leur institution. Bon, moi, ça m'embête un peu de parler d'eux, alors que je suis pas de leur champ. Donc, voilà, très bien. Bon. Très bien. J'ai eu des interrogations, par contre, sur l'importation de certaines choses issues du soin, comme les travaux sur les distorsions cognitives ou des approches comme ça. Moi, je trouve ça un peu curieux. Mais bon, on pourra peut-être en reparler au moment des approches TCC ensuite. Alors, des articulations possibles selon le cadre. Alors, déjà, il n'y a pas que santé-justice, il faut déjà s'interroger sur le parcours de soins entre professionnels soignants. Parce que là, il y a aussi du travail à faire, c'est-à-dire qu'entre quelqu'un qui fait plusieurs centres de détention et après qui passe en milieu ouvert, on voit qu'il n'y a pas forcément de communication. Il y a une espèce donc les patients font un espace à l'autre comme ça, il n'y a pas de logique, de cohérence. Donc voilà, donc quelqu'un sort de prison, il peut avoir des groupes, il peut avoir du soin, et on lui dit maintenant injonction de soins pendant 10 ans. Sauf que lui, il va dire attendez, j'ai déjà fait des soins, j'ai déjà fait des évaluations, etc. Voilà. Donc c'est bien d'en tenir compte et que les professionnels déjà du champ du soin pensent à se contacter entre eux et en tout cas échanger sur ce qui s'est passé pendant le parcours. Bon, après santé-justice, alors moi je suis parti en fait de la position du soin et du patient, et j'ai donc, vous verrez dans le texte, il y a 4 situations finalement différentes qui vont baliser les articulations. Alors après, sur le terrain, effectivement, en fonction des personnalités, des possibilités, vous avez des déclinaisons, des gens qui font des choses soit en détention ou à l'extérieur, avec des espèces de dispositifs, mais c'est très variable, ça, donc je ne peux pas résumer quelque chose qui est beaucoup plus riche que ça. Les formations. Alors, les formations initiales, quasi inexistantes en termes d'AVS, il n'y a quasiment rien dans tous les champs. Alors ce qui est étonnant, puisqu'en fait au départ c'était il faut solliciter tous les professionnels et parler de ça, et puis finalement en médecine, en psycho, etc., il n'y a quasiment rien. En formation continue, alors là par contre il y a une évaluation de l'offre qui était déjà existante avec les diplômes universitaires, les DU de psy légal, de psy criminel, les masters criminaux, en psycho, ce que proposait l'ENM, l'ENAP et l'UNPJJ. Alors les CRIAPS, il faut juste regarder tous les catalogues que vous avez disponibles. C'est vraiment une offre considérable qui s'est ouverte depuis une dizaine d'années. Alors peut-être insister sur les axes comme la sexologie qui est déjà développée dans certains CRIAPS comme à Marseille ou je ne sais où à Clermont. Il faut aussi insister sur ces nouvelles approches parce qu'on a souvent des choses assez classiques sur les profils cliniques, les approches thérapeutiques, les outils. Mais voilà, il faut essayer toujours de se renouveler dans ce champ-là. Les traitements médicamenteux avec les bonnes pratiques quand même, parce qu'il y a eu un rapport HAS en 2009, mais on voit beaucoup de gens qui ont des traitements. Alors déjà, il y a souvent des gens qui n'ont pas de traitement, c'est plutôt sous-prescrit a priori dans ce qu'on voit. Et quand il en faut, il faut faire un bilan préthérapeutique, il faut faire une surveillance, il y a des bonnes pratiques. Voilà. Et puis les stages interprofessionnels, par exemple, là, nous avons au CRIAPS Aquitaine des juristes, des auditrices de justice de l'ENEM qui viennent voir comment on fonctionne. Et alors ça, c'est vraiment très intéressant. La question, alors ça, c'est le serpent de mer. Il y avait l'ours polaire, maintenant il y a le serpent de mer. C'est l'évaluation standardisée des risques de récidive et de protection. Donc le débat est là depuis des années. On connaît l'état des connaissances sur la limite du jugement clinique
sur le domaine précis du risque de récidive et de protection. Et pour autant, les pratiques n'ont pas tellement changé. Alors, on voit des gens qui vont se former, par exemple, en Belgique. Il y a des gens qui vont se former avec les CRIAFS, qui font venir des formateurs étrangers. Du côté des SPIP, pareil, il y a des importations, enfin des formations d'échelle. Mais moi, j'aimerais beaucoup que la Commission puisse se prononcer, dire clairement qui doit faire quoi, ou avec quel outil et dans quel champ. Parce que ça, c'est une question qui est le serpent de mer, encore une fois, et qu'il faudrait arriver un peu à plus dégager. Alors, la théorie, c'est bien, mais il y a la pratique. Et là, alors c'est bien d'avaler beaucoup de théories, c'est très bien, mais il manque des espaces sur le cadre, sur comment on travaille son positionnement, ce que ça fait, les contre-attitudes, parce qu'effectivement, on vit tout ça. Et alors, les CRIAFS proposent des espaces. Il y a des professions qui ont une habitude de supervision, notamment en psychothérapie. Il peut y avoir de l'intervision en équipe. Moi, dans ce que je vois, je trouve que ce sont plutôt les magistrats et les médecins qui sont assez isolés finalement, qui ont du mal à aller sur ces espaces-là. Et c'est embêtant. Voilà. Donc il y a plusieurs formes d'échange. Voilà. Alors les informations concernant les AVS, vous avez plusieurs types, général, spécialisé. Et puis, alors, deuxième magnifique tableau, celui-ci, qui est... Alors j'ai essayé de faire une tentative de ce qui était prévu légalement en termes d'information écrite. Pardon ? Ça y est, c'est fini. C'est fini. Et voilà. Donc il y a des avancées depuis 1998, mais encore beaucoup de freins. Donc ça dépend si on voit le verre à demi plein ou à demi vide, c'est toujours pareil. Moi, je pense qu'il faudrait arriver à systématiser une équipe de soins référence départementale en plus des CRIAFS pour vraiment aider, parce que je pense qu'il faut vraiment que ça se passe. Rééquilibrer avec les autres champs d'intervention. Il n'y a pas que le soin, on le sait. Et là, du coup, c'est quand même plus établi avec le rôle des SPIP. Et puis, voilà. Et puis des chiffres. Il nous manque des chiffres. Voilà. Je vous remercie. Nous allons laisser la parole à la commission d'audition et puis ensuite nous passerons aux questions du public. Monsieur le Président de la commission d'audition, le micro. Oui, j'aurais une question pour Monsieur Renard et une autre pour Monsieur Cano. La première, c'est sur les représentations sociales. Est-ce qu'à la gravité de l'acte d'infraction sexuelle ne s'ajoute pas la gravité de l'instrumentalisation par le politique de cet acte? Je veux dire que, bien sûr, qu'on nous a précisé l'évolution législative. Vous avez conclu en disant que l'évolution législative était symbolique. Est-ce qu'il n'y a pas quand même, pour le politique, qui réclame beaucoup, dont l'action est très centrée sur la sécurité de la population aujourd'hui, je dirais cette providence qu'est le fait divers sexuel. Donc, qu'est-ce que ça a comme effet, d'après vous, cette mise en scène? Je pense très précisément à une affaire comme celle de Laetitia Perret, son odieux meurtre en 2010, dont Jablonka a tiré un bouquin qui n'est pas inintéressant. Au docteur Cano, je voudrais savoir de façon assez précise, puisque vous avez fait allusion à quelque chose qui est assez préoccupant, la diversité des pratiques des médecins coordonnateurs. Qu'est-ce qu'il y a comme outil pratique du type protocole, etc., pour un peu encadrer l'action des médecins coordonnateurs, ou est-ce qu'il n'y a rien du tout? Voilà. Merci. Alors, juste une réponse très courte. En fait, j'ai pas dit forcément que, j'ai pas dit que les politiques pénales étaient uniquement symboliques. Elles sont surdéterminées symboliquement. C'est-à-dire que le rythme et leur rythme et le calendrier souvent est un calendrier qui a une vocation politique et symbolique par rapport à des faits divers, mais ça ne veut pas dire qu'évidemment elles n'ont aucun effet mais ce qui veut dire, c'est que bien souvent c'est d'abord la dimension symbolique qui dirige leur rythme. Alors pas pour toutes, mais quand même principalement et notamment sur la question des violences sexuelles après 98. Mais que du coup, la mise en œuvre et différents travaux montrent que la mise en œuvre finalement des dispositifs qui sont préconisés sur le terrain par les conditions de travail, que ce soit celles des SPIP, la démographie médicale, fait que cette application sont souvent relativisées. Donc ça montre que c'est d'abord l'aspect symbolique quelque part qui rythme ces politiques pénales. Et ensuite, sur le champ politique, je ne sais pas s'il y a instrumentalisation. Il y a évidemment des gens qui vont instrumentaliser pour des intérêts personnels, pour faire parler d'eux, etc. Mais en fait, ce qui est important, et ce que montrent certains sociologues qui ont travaillé sur l'impact des médias
sur quel est l'impact du traitement médiatique. D'une part, ce qu'il montre, c'est qu'il n'y a pas d'effet mécanique avec la population, ça vient renforcer les opinions plus que les créer, mais que le véritable impact est sur le calendrier politique. Et en fait, ce que montrent les différents travaux, c'est que le calendrier politique est de plus en plus relié au calendrier médiatique. Donc je dirais quelque part, peut-être que les hommes ou les femmes politiques, des fois, sont pris aussi dans le calendrier médiatique plus qu'ils ne l'instrumentalisent, et que parfois, c'est ça aussi qui peut poser question quand il y a fait divers une loi. C'est aussi quelle part cette détermination aujourd'hui dans le champ politique de l'agenda médiatique. Alors, sur la question des médecins coordonnateurs, il y a des exigences, si vous voulez, au départ, lors de l'inscription sur la liste du TGI, d'être formé depuis 5 ans, d'avoir un diplôme de psychiatre, ou s'il y a une ouverture aux généralistes depuis 2009, à condition d'avoir fait un DU de psy légal, c'est-à-dire de 100 heures à peu près de formation en psychiatrie légale. Alors moi, j'observe quand même que les généralistes qui sont coordonnateurs ont des difficultés parce qu'ils ont moins le réseau de psychiatrie de terrain, et ils ont moins les connaissances, les subtilités sur les psychothérapies ou les traitements. Voilà, ils peuvent l'avoir, mais voilà, je trouve que c'est un peu plus compliqué. Donc ceux-là, par exemple, nous sollicitent plus que les psychiatres coordonnateurs. Après, ensuite, en termes de bonnes pratiques, non, il n'y a pas de... Parce qu'en fait, c'est apprécier l'évolution et l'investissement du patient dans les soins. Donc oui, ça peut être interprétable de façon très large. Alors, je sais que beaucoup de CRIAS ont ouvert des espaces d'échange entre médecins coordonnateurs, voilà, mais il n'y a pas de commande, notamment sur la question du rapport annuel. Que mettons dans le rapport annuel? Est-ce qu'on met une page ou est-ce qu'on en met 10 voilà. La commission d'audition, juste, il y avait une question derrière vous, Charles, s'il vous plaît. Bonjour Isabelle Sadowski, j'aurais une question pour Madame Kazanchi. Par rapport aux évolutions ces dernières années, plus particulièrement s'agissant des modalités de dépôt de plainte, sont notamment envisagées les possibilités, y compris en matière de violences sexuelles, d'une première étape, si je puis dire, de dépôt de pré-plainte en ligne qui s'appliquerait également aux violences sexuelles. J'aurais souhaité avoir un petit peu votre avis sur ce sujet. Si d'après vous, cette nouvelle modalité pourrait s'envisager comme un outil qui permettrait de révéler davantage, plus facilement de tels faits, et à l'inverse, surtout, quels en seraient les écueils eu égard à la matière particulière de ces infractions. Bonjour. Alors, c'est vrai que ce dépôt de plainte électronique, ça existe déjà pour un certain nombre d'infractions, essentiellement contre les biens. Alors, c'est vrai qu'il y a cette idée de pouvoir élargir ce dépôt de plainte électronique. On est vraiment, de toute façon, dans une révolution numérique plus générale de la justice. Ça s'inscrit dans un mouvement plus vaste. Alors, l'effet bénéfique, la réponse est déjà dans votre question, finalement. Ça serait évidemment de permettre de ne plus avoir ce prisme, cette difficulté qu'on peut imaginer d'aller faire la démarche dans un commissariat, dans une gendarmerie. Cela étant, pour certaines victimes, il y a aussi le prisme de l'avocat, ce qui permet de déplacer avec un dépôt de plainte qu'on peut rédiger directement auprès du procureur de la République. Mais c'est vrai que ça donne cette possibilité-là. Alors, est-ce que ça libéraliserait les plaintes? Je ne saurais pas vous le dire. Je pense qu'évidemment, oui, ça pourrait faciliter pour certains. En même temps, je pense qu'il y a une difficulté à passer par un tiers, qui peut être le gendarme, qui peut être l'avocat, qui peut être l'officier de police judiciaire. Cela étant, ce prisme, c'est aussi un guide. C'est aussi la possibilité d'être orienté vers des associations de prise en charge de victimes. C'est aussi un fonctionnement qui permet aussi, je pense, une prise en charge. Alors, l'effet pervers, ça serait, on peut l'imaginer, l'effet pervers, c'est une libéralisation trop excessive. Quand je dis trop excessive, je pense que la réception peut être un peu ambivalente, mais quand je dis trop excessive, j'en reviens un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que la plainte, on a la sensation que c'est parfois une fin en soi, alors que ce n'est vraiment la première partie. Et quand on a des difficultés statistiques de retour, c'est parce qu'on peut avoir une distorsion entre le nombre des plaintes déposées et les suites qui peuvent être données, soit un classement sans suite, soit, il ne faut pas l'oublier, pour certains actes minimes, qui peuvent être des alternatives aux poursuites. Donc on est encore dans une autre phase. Donc l'intérêt, évidemment, comme ça, humainement, psychologiquement, c'est de se dire que cette étape difficile qu'est le dépôt de plainte pourrait être facilitée pour certains avec ce dépôt en ligne. Mais
cette étape-là, de se confronter à l'échange avec un magistrat, de se confronter avec l'échange avec un officier de police judiciaire, de toute façon, elle sera à un moment donné un passage obligatoire. Merci, Monsieur Alezra. Oui, Charles Alezra. Une question pour Jean Cano. Est-ce que le fait qu'il n'y ait pas d'autre balisage que celui de la loi pour le fonctionnement du dispositif de prise en charge sanitaire ne risque pas, dans certaines zones moins riches que d'autres, d'aboutir à des réponses approximatives? En clair, le médecin coordonnateur peut ne pas être spécialiste. Le médecin traitant peut également ne pas être spécialiste. Ça peut être un psychologue qui peut être choisi par lequel psychologue peut avoir à s'appuyer sur éventuellement un autre médecin pour prescrire s'il y a indication de prescription. Donc on voit bien qu'il y a là un champ qui n'est pas facile à coordonner, d'autant que ces intervenants peuvent être plus ou moins isolés eux-mêmes d'autres partenaires complémentaires qui sont connus dans le domaine sanitaire sur un plan d'accompagnement social, socio-éducatif, en complément du sanitaire pur. Donc est-ce que ce ne serait pas intéressant justement de baliser un peu mieux ce type de parcours? Vous avez évoqué des services spécialisés, voilà, ça peut être... Alors, les balisages, il y a effectivement la loi, mais il y a aussi la déontologie, enfin, vous avez les pratiques, enfin, vous avez tout ça. Mais effectivement, c'est très dépendant des moyens locaux, hein, les échanges en pénitentiaire ou sur des milieux ouverts ou sur le milieu rural ou urbain. Il y a des variables vraiment considérables. C'est un peu, ouais, je ne sais pas enfin, quoi vous dire de plus pour compléter mon propos. Mais le coordinateur peut aider justement à ça parce que parfois le coordinateur doit valider le référent d'injonction de soins. Et parfois, en fonction de l'endroit où on est, ça peut être compliqué parce qu'il n'y a personne. Donc parfois on valide par défaut effectivement des thérapeutes parce que sinon il n'y a pas d'injonction de soins. Voilà. Donc du coup on essaie d'accompagner l'injonction de soins comme ça. Alors après, c'est la question du dosage en fait entre ce que peut faire le soin du coup et puis avec les autres interventions sociales, du SPIP. Voilà, c'est là où c'est intéressant, où le coordinateur peut donner son avis, travailler avec le SPIP et le JAP pour vous dire voilà, bah, là on va pouvoir faire ça, mais ce sera limité. Voilà. Donc voilà, il y a un balisage légal, mais pas que. Il y a quand même des pratiques. Oui. Et puis, alors en détention aussi, on peut voir il y a des commissions pluridisciplinaires, donc il y a des endroits comme ça, des espaces, mais bon, dans lesquels pour autant les soignants ne sont pas amenés sont quand même tenus par le secret et sont limités, mais peuvent quand même avoir des informations. Et puis vous avez des interprétations de ce que peut être l'articulation en fonction des gens aussi, c'est-à-dire si je ne dis rien, finalement, est-ce que c'est pas plus pénalisant pour mon patient, par exemple, qui sort de prison, qui n'a plus rien? Est-ce qu'il vaut mieux pas que j'aille voir le CPIP et préparer la sortie, faire quelque chose comme ça? Alors que si je ne fais rien en restant dans la position de secret absolu, eh ben, ça va être dommageable. Vous voyez, parfois on peut être sur des... Non, en clair, est-ce que le balisage légal et déontologique vous semble suffisant? C'est déjà pas mal, ça fait quand même pas mal de... Oui. Je pense, oui. Ouais. Ouais. Deux questions encore de la commission d'audition. Ensuite, le public est en train de frémir. Donc, Une question pour Tristan Renard. Vous avez dit qu'on ne pouvait pas mesurer l'évolution des représentations sociales, et pourtant, elle semble déterminante dans la manière dont on va accueillir en fait la pratique. Moi, en tant que praticien, j'ai reçu beaucoup d'auteurs qui ont été... dont la thérapie s'est arrêtée dès qu'ils ont commencé à évoquer le fait qu'ils avaient des comportements sexuels problématiques ou violents, ce qui a généré en fait un aggravement peut-être de leur état clinique, peut-être avec l'ajout d'éléments dépressifs et abandonniques encore plus massifs. La question que je me pose, c'est est-ce que, même si on ne peut pas évaluer ces représentations sociales, est-ce qu'on a une idée de comment elles ont évolué tout de même, dans le champ des professionnels notamment? Comment est-ce qu'on se représente aujourd'hui les auteurs de violences sexuelles dans le champ des professionnels et je crois aussi dans la question en population générale? Est-ce qu'on a quelques idées, malgré que j'ai bien entendu qu'on ne peut pas les mesurer, mais pourquoi on ne peut pas les mesurer? C'est ça la question aussi. Alors, je
peux répondre. Du coup, pourquoi? Parce que, alors je développe un peu dans le rapport, parce que, alors sur les statistiques, par exemple, on peut construire une population générale par rapport à un certain nombre de critères. Le souci sur les représentations sociales, c'est à partir de quelle catégorie on les fait, quoi. C'est à partir de quelle catégorie on va évaluer des représentations sociales. Est-ce qu'on le fait à partir d'auteurs de violences sexuelles, le terme? Est-ce qu'on le fait à partir de pédophilie? En fait, c'est la question des catégories qui, moi, et j'essaie de le souligner dans le rapport, ne sont absolument pas consensuelles ni dans leur définition, ni dans leur légitimité, ce qui fait qu'on va évaluer des représentations par rapport à des catégories qui sont assez flottantes au final, quoi. C'est plus par rapport à ça que je dis que l'évaluation de l'évolution est compliquée, quoi. Néanmoins, leur impact, il y a des études qui montrent l'impact sur les professionnels. Et il me semble qu'il y a quelque chose qui a été dit tout à l'heure sur l'intervention de Christophe Adam, c'est qu'au final, c'est la question des processus. Parce que là, ce que vous décrivez, c'est finalement la question de la stigmatisation. C'est-à-dire l'effet de la stigmatisation dans la prise en charge, l'effet de l'intégration d'une catégorie comme statut social principal. On n'est plus un individu, on est un auteur de violence sexuelle avec un casier judiciaire, avec un suivi, etc. Et il me semble que, par exemple, alors c'est pas pour prêcher ma paroisse, mais en sociologie, il y a un ensemble de travaux depuis maintenant des années qui analysent les processus de déviance en termes de processus et qui montrent l'effet de la réaction sociale, des fois, sur le renforcement des processus, quoi. Comment, des fois, le fait de l'aspect judiciaire peut renforcer, des fois, un processus plutôt que de l'étendre. Alors, il y a les travaux de Marwan Mohamed sur les sorties de la délinquance qui montrent que, par exemple, souvent, dans la question, justement, de l'évaluation de la récidive, quelque part, on étudie souvent, je dirais, des fins de parcours, des gens qui ont déjà commis des actes. Et ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que des gens sortent, des fois, de processus de déviance avant de passer à l'acte ou avant des fois, dans la petite délinquance, notamment, qui sortent tout seuls de la petite délinquance par l'usure de la rue, par un ensemble de facteurs, et que ça, finalement, c'est pas évaluable, parce que ce qu'on va évaluer, c'est d'abord les gens qui vont arriver quelque part en bout de course. Je fais le parallèle avec la question, ça a été dit sur la question du terrorisme, mais sur la question de la radicalisation, peut-être qu'un jour, il y aura une évaluation de l'effet du signalement, quoi, sur les parcours des individus. Et je pense que c'est plutôt ça qu'il faut voir, c'est-à-dire analyser les processus et l'effet de la réaction sociale sur ces processus, si on veut réfléchir peut-être sur des modalités peut-être un peu différentes des fois. Et il me semble qu'il y a des courants en France qui défendent ça, sur la question de peut-être d'avoir d'autres espaces que la justice aussi pour traiter certaines formes de déviance, quoi. Ça vous convient la réponse? Joséphine Truffaut. Moi, j'ai 2 questions à Jean-Philippe Cano. La première, ça serait sur la question de la formation initiale des praticiens, psychologues et psychiatres. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait introduire, sinon généraliser, la question, la sensibilisation à la prise en charge des auteurs de violences sexuelles, peut-être dans l'idée de faire naître des vocations, puisqu'on sait que la formation continue auprès des CRIAFS ou dans les DU, c'est pour des gens qui sont déjà intéressés à la chose. Et la deuxième question, j'aimerais avoir votre avis sur les injonctions et obligations de soins qui se déroulent auprès d'un psychologue ou d'un psychiatre en libéral. Alors, sur les formations initiales, si l'on souhaite que la prévention des violences sexuelles soit une priorité nationale, c'est sûr que plus on ira tôt dans la formation des professionnels qui seront au contact, parce qu'il n'y a pas que les psychiatres, après vous avez les médecins généralistes, toutes les autres professions. Et voilà, c'est sûr que si on peut susciter plutôt un engouement, une motivation et travailler justement les représentations sociales, parce que en fait, les étudiants sont baignés, comme le grand public, dans les choses plutôt négatives. Donc plus tôt on pourra les travailler peut-être, ou les prendre, ou instiller quelques informations, mieux ce sera. Après, en termes de volume horaire, j'ai un peu du mal à définir ça. Je ne connais pas bien toutes les maquettes de formation initiale des psychologues et des médecins. Mais alors, en médecine, il y a les violences sexuelles, il y a les certificats de maltraitance. Donc, c'est traité de cette manière-là, mais pas sur la question des auteurs durant l'externat. Et après, durant l'internat, il peut y avoir à Bordeaux, il y a 3 heures, à Poitiers, il y a 11 heures, parce qu'il y a Jean-Louis Senon qui en fait là. Après, dans les autres facs, je ne sais pas trop. Mais voilà, c'est sûr peut-être que ce serait bien qu'il y ait quelques heures consacrées à comment traiter, est-ce qu'on peut prendre en charge les enfants violents et notamment ceux-là, puisqu'on a mis en place des dispositifs, l'injonction de soins, les CRIAF. Donc à ce moment-là, il faut aller jusqu'au bout et je pense qu'il faudrait effectivement prévoir ça. Et sur votre deuxième... Le libéral. Pardon ? La question du libéral. Oui, tout à fait. La question du libéral. Alors moi j'ai vu des... Oui. Alors, je vois des gens en libéral qui se débrouillent très bien, qui sont des gens qui tiennent bien leur cadre, qui sont expérimentés. Et voilà, enfin, après, j'ai pu valider des référents. D'un point de vue déontologique, oui. Est-ce qu'il y a lieu, enfin, est-ce qu'il y a lieu, mais est-ce que c'est vraiment adapté
de recevoir des patients sous soins pénalement ordonnés en libéral? Alors, on va dire si le patient cliniquement voilà, est propre à un travail individuel, que ce n'est pas trop compliqué pour la personne qui le recevra dans un cadre libéral, moi je pense que ça peut être tout à fait indiqué. Après, je pense qu'il y a une difficulté, c'est au niveau des psychologues, parce que le psychologue en libéral, au niveau déontologique et du secret, je crois qu'il y a quelque chose qui est compliqué, parce que les psychologues hospitaliers, du coup, sont de fait dans une équipe, donc en secret partagé avec le médecin. Voilà. Je pense que comme il n'y a pas de consensus sur l'ordre des psychologues et sur, du coup, un code de déontologie, ça fragilise, je crois, les psychologues à travers ces questions-là, du secret. Je n'ai pas entendu après de retour sur le terrain par rapport à ça, mais je crois que ça peut être compliqué pour le psychologue libéral. Après aussi, il y a l'effet filtre financier. Hein. C'est sûr que vous avez des secteurs 2, vous avez des dépassements d'honoraires, ça va filtrer des patients. Voilà. 2 compléments d'experts, si vous voulez bien vous présenter d'abord et compléter. Oui. Florence Thibault, je suis psychiatre. Et donc, pour compléter tous les éléments qui ont été donnés, je crois que ce serait important aussi qu'on fasse remonter le fait que ça fait plusieurs années qu'on demande, nous, universitaires en psychiatrie, qu'il y ait une option pour la formation en psychiatrie légale des étudiants. Et les internes sont extrêmement demandeurs et s'intéressent de plus en plus à cette spécialité. Et pour l'instant, on s'est heurté à une non-réponse, puis à une réponse négative de la part du ministère tant de la Santé que de l'enseignement supérieur. Donc je crois que si vous pouvez faire remonter aussi cette information-là via l'audition publique, ça nous aiderait pour la suite, pour insister à nouveau. Merci. Et pour compléter, 2e expert. André Sibaldini, je voulais savoir, Jean-Philippe Cano, ce que vous pensez de la commission de l'IGAS de 2008, puis du rapport Étienne Blanc, qui, face à la pénurie des médecins coordonnateurs, proposait des psychologues coordonnateurs. Oui, je sais que ça avait été effectivement évoqué. Après, moi, je trouve qu'il y a la question par exemple, des pratiques médicales, du traitement médicamenteux, sur lequel devrait se prononcer un psychologue coordonnateur et pour lequel ça pourrait être compliqué, vous voyez, puisque dans le champ des stratégies thérapeutiques, il y a la question vraiment du traitement médicamenteux et puis de l'indication de l'évaluation psychiatrique. Et voilà, alors je pense que ça pourrait être une limite, du coup, à cette solution-là, je pense. On va enchaîner avec le public, si vous voulez bien. Madame. Oui, Alberte Lonquero, je suis psychiatre des hôpitaux, chef du pôle de psychiatrie légale en Guadeloupe et responsable du CRIAPS Guadeloupe et expert judiciaire. Depuis 30 ans, j'ai des interrogations, donc je vais vous en faire part. Et je voulais revenir sur les propos de Mme Kajansi. Je ne sais pas si je prononce bien votre nom. Lorsque vous avez dit que le Sénat a fait remarquer que le mineur de 15 ans victime n'a pas de consentement éclairé alors que le mineur abuseur, alors que le mineur abuseur, lui, il a une sanction pénale, c'est-à-dire qu'il y a quand même un paradoxe entre les deux. Enfin, c'est pas tout à fait ce que vous avez dit, mais c'est un peu... Il y a une subtilité. Il y a une subtilité par rapport à cela, c'est-à-dire que d'un côté, on considère qu'il y en a un qui a un consentement, qui peut donner son consentement et qui est responsable. Non. L'interrogation, c'était de se dire, on est en train de réfléchir sur une loi qui va faire du mineur non plus une circonstance aggravante, mais la qualité de mineur fera qu'on pourra automatiquement qualifier l'absence de consentement. L'absence de consentement, c'est un élément constitutif de l'infraction. Et l'idée, la réflexion portée par le Sénat, c'était de se dire, finalement, comment est-ce qu'on assimile la notion de consentement? Comment est-ce qu'on réfléchit sur la maturité d'un mineur? Et est-ce qu'on ne peut pas faire un parallèle entre, d'une part, un mineur qui est auteur d'une infraction, ce qui suppose aussi une volonté différente du consentement qui suppose un acquiescement, mais la volonté, c'est quelque chose qui englobe aussi le consentement. Et l'idée, c'est de se dire, est-ce qu'un mineur auquel on reconnaît cette volonté d'acquiescement, on est à la lisière du consentement à quelque chose, est-ce que ce mineur-là, alors qu'il est susceptible, on lui accorde cette maturité-là intellectuelle de se dire qu'il peut accepter la transgression, est-ce que de l'autre côté, il n'y a pas quelque chose d'antinomique de se dire qu'à l'inverse, on partirait dans l'idée que ce même mineur-là, puisque auteur ou victime, on parle de mineur, ce même mineur-là, finalement, on ne lui reconnaît pas la possibilité de consentir à quelque chose qui sera un acte sexuel. Donc l'idée, elle est là. Ce n'est pas une prise de position, mais simplement le Sénat révèle cette problématique qui, à mon sens, est intéressante. Parce que quand on parle d'acquiescement,
C'est aussi un acte de volonté. Il y a aussi parfois du consentement, notamment lorsqu'on est dans un acte de complicité. Donc, on est à la lisière de quelque chose qui mérite une réflexion. La seule chose que ça permet de faire émerger, c'est qu'une loi accélérée sur un sujet aussi épineux, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Voilà. Donc, c'est un peu à partir de ce que j'avais compris que j'intervenais. Donc, moi, si vous voulez, dans ma pratique de 30 ans, je vois beaucoup de mineurs qui sont incarcérés donc, pour des violences sexuelles. Et quand on voit leur biographie, on se rend compte qu'à 7-8 ans, ils ont été abusés. Ça, tout le monde le sait. Et de manière concomitante, parfois, si à 14 ans, ils sont en prison pour une violence sexuelle, mais à 13 ans, ils ont été victimes. Alors, ce que je dis, c'est que le mineur qui a été victime, il a quand même un syndrome post-traumatique. Il a un dommage corporel. Parfois, il a des atteintes mentales. Et il a aussi des pertes de chance. Mais il n'y a pas de réparation. Or, toute personne qui est victime de dommages devrait être réparée. Donc, il n'y a pas de réparation. Mais il peut avoir, dans le même temps, dans un espace-temps parfois très court, une sanction pénale. Donc, quand même, quelque part, il a quand même une perte de chance qui est double, puisque d'un côté, il n'a pas été réparé, et de l'autre côté, il a une sanction tout en étant mineur. Est-ce que vous avez une question? Donc, non, c'est une réflexion. Très bien. Je vous propose qu'on puisse enchaîner, si vous voulez bien terminer. Oui, je termine. Alors, je me posais la question, puisque de toute façon, il y a des choses qui existent déjà, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une unité de soins et de peine, de soins et de, comment ça s'appelle, éducative en même temps, spécifique pour ces mineurs abuseurs? Parce qu'on les soigne, c'est vrai, on les soigne quand ils sont dans des centres fermés, quand ils viennent dans des URSAF, enfin, etc., ils sont soignés. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas quelque chose d'autre, de plus spécifique? C'est la question que je me pose. Je propose qu'on puisse avancer, puisqu'il y aura la question de la prise en charge, il y a des experts. On va aller sur la gauche et on va revenir au centre, d'accord? On va alterner comme ça sur le plan géographique, hein, c'est un équilibre. Allons-y. Jacques Denisot. On vous entend. J'ai 25 ans de prison, je suis psychiatre. J'ai fondé en 2010, avec le marrainage de Latifa Bernari, une association qui s'appelle Rempart, que connaît bien M. Cano. Nous avons accueilli environ 120 personnes. Nous faisons des réunions bimensuelles où il y a 20-25 personnes. Les gens, avec succès, les gens fréquentent assidûment notre association. Ils prolongent même leurs soins, même en dehors des injonctions de soins. Et nous souhaiterions, parce que notre vocation n'est, moi personnel, n'est pas d'être un gourou, l'association n'est pas marginale, nous souhaiterions une observation. Alors je voulais poser la question, si un criasme est capable de venir faire une observation de notre travail qui constitue une réussite. À qui s'adresse la question? Monsieur, à qui s'adresse la question, s'il vous plaît? À qui s'adresse la question? Docteur Cano, réponse, s'il vous plaît. Ils vont vous répondre. Alors, 30 secondes, s'il vous plaît. Oui. Comment dirais-je? Alors après, les CRIAF peuvent aider toutes les personnes effectivement qui sont motivées et impliquées dans les dispositifs de soins. Donc, je ne sais pas quelle forme d'aide exactement vous attendez. Ça, il faudrait peut-être en discuter avec l'équipe CRIAF, justement. Est-ce que c'est sous forme de pratique, sous forme d'espace d'échange? Est-ce que c'est sous... voilà, quels seraient les objectifs? Je pense que ça se discute avec... Ouais. Oui, très bien. Mais cette réussite, parce que quelquefois on essaie de monter des systèmes qui ne marchent pas. Là, oui, c'est un système qui marche. On pourrait dire, tiens, qu'on en fasse une observation, voilà, et puis qu'on dise, tiens, cette façon-là
fonctionne. Monsieur, je vais vous répondre en qualité de président de la Fédération française des CRIAVS. Je vous rappelle à vous rapprocher de nous. Je vous rappelle aussi que les CRIAVS sont des structures qui n'ont pas une légitimité pour réaliser des évaluations des processus et dispositifs qui fonctionnent. Vous avez un chef de projet de la Haute Autorité de Santé dont c'est la mission d'évaluer les dispositifs qui fonctionnent ou dysfonctionnent. Donc je vous réexpliquerai l'ensemble des enjeux et nous vous en discuterons tranquillement. En face, il y avait une question ici, s'il vous plaît. Donc Annie Navarculo, psychiatre, médecin coordonnateur. J'ai des remarques courtes et une question courte. Donc, je suis médecin coordonnateur en Haute-Normandie. Nous avons en Haute-Normandie 4 centres spécialisés dans la prise en charge des auteurs de violences sexuelles. Nous sommes 4 médecins coordonnateurs. Les premières mesures que j'ai eues, c'était en 2002. Donc, depuis, j'en ai eu de très nombreuses. Je trouve que la loi de 1998 est une très belle loi, que je relis régulièrement. Je trouve qu'elle est magnifique. Et le rôle du médecin coordonnateur, il est très bien écrit avec ses obligations. Et l'obligation que nous avons de rencontrer les personnes qui sont sous main de justice, donc les rencontrer de façon trimestrielle, rendre un rapport annuel. Et dans un des ressorts de Haute-Normandie, un médecin coordonnateur a été radié de la liste car il ne remplissait pas ses fonctions. Donc il existe au niveau légal un cadre juridique, je crois, très clair concernant les obligations des médecins coordonnateurs et le contenu du rapport annuel. J'ai la chance d'être dans une région où les médecins coordonnateurs travaillent en relation étroite avec les CRIAVS, avec les unités spécialisées, avec les juges d'application des peines, avec les conseillers d'insertion et de probation, dans un esprit pluridisciplinaire et une approche pluridisciplinaire. J'ai une question donc, pour Madame Caranchi. Quand vous avez dit qu'il n'y avait plus de suivi, or actuellement j'ai 60 suivis socio-judiciaires, alors peut-être que j'ai mal compris. Moi, je me suis mal exprimée. Sûrement. J'ai actuellement 60 suivis socio-judiciaires, 5 surveillances judiciaires, j'ai 3 libérations conditionnelles. Tout le restant sont des suivis socio-judiciaires dont je rappelle en effet que le suivi socio-judiciaire est une peine, soit principale, soit complémentaire, qui peut aller de 5 à 10 ans. J'en ai même une qui va, je crois, à 15 ans. Bien sûr. Et je n'ai pas l'impression que les suivis tels que l'esprit de la loi de 1998 les a conçus n'existe plus. Donc je voulais savoir qu'est-ce que vous entendiez par là. Mais vous avez parfaitement raison. Les suivis de la loi de 98 existent. J'ai simplement dit, alors peut-être mal exprimé, que la loi de 98, le suivi était spécifique aux auteurs d'infractions à caractère sexuel, ce qui n'est plus aujourd'hui. Aujourd'hui, le suivi est générique. Et le critère de ce suivi-là, la personne visée, le délinquant visé n'est plus l'auteur d'infraction à caractère sexuel. Ça, c'est l'esprit de la loi de 98. C'est le cadre de la loi de 98. La loi de 2005, la loi de 2007, la loi de 2010, et je ne cite que celle-ci, sont venus étendre le cadre, la loi de 2008, rajouter des nouvelles formes de suivi. C'était simplement de dire que la répression devenait spécifique. On était je pense à quelques années de construire une véritable catégorie juridique d'auteurs d'infractions à caractère sexuel, tandis que le suivi, juridiquement, au niveau du cadre légal, bien sûr que l'auteur à caractère d'infraction sexuelle est au cœur de ce dispositif-là, mais il ne lui est plus spécifique. Il est englobé dans quelque chose de plus global, la dangerosité. Merci. Question ici en haut, à droite, s'il vous plaît. Bonjour, Charline Paco, je suis psychologue en SPIP. Je m'excuse d'avance si je suis maladroite dans mes propos. Je vais parler de la place de ma faible expérience. C'est vrai que depuis ce matin, on parle effectivement des éventuels problèmes qu'il peut y avoir à définir, des chiffres, notamment dans les études longitudinales. Des propos que les médias peuvent tenir avec l'influence éventuelle vis-à-vis de la population. Le fait que les personnes doivent aussi œuvrer dans le même sens, la population, la société, la justice. On voit malheureusement que ça n'est pas toujours le cas. Est-ce qu'il vaut mieux pas aller sur du qualitatif avec ces notions de bien-être de la population plus que sur du quantitatif ? Ça, c'est réflexion personnelle. Ça va peut-être rebondir plus sur ce qu'a dit M. Cano, notamment avec le lien santé-justice. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une grosse scissure en fait, entre les deux.
D'un côté, il y a la santé, de l'autre côté, il y a la justice. Et quand on met l'obligation de soins, l'injonction de soins, il y a des difficultés là-dedans. Et je pense que nous, psychologues en SPIP, on peut avoir un rôle un petit peu d'intermédiaire, qu'on peut monter un petit peu en compétence pour pouvoir aller justement dans le même sens. Voilà, ce n'est pas forcément une question qui amène réponse, c'est plus une réflexion. Merci. Alors, je vous donne quelques informations, je vous propose de baisser le bras. La première information, c'est que vous allez rester assis, et plus personne ne bouge, sauf la commission d'audition qui va devoir nous quitter et qui ne peut pas être en contact avec vous pendant les intermédiaires, pauses, etc. Donc théoriquement, il ne faut pas leur adresser la parole. Ce sont des gens très concentrés, très intelligents, et qu'il ne faut pas influencer. Donc la commission d'audition va se lever, je demande à tout le public de rester assis, et va quitter la salle. Ils vont déjeuner dans un endroit secret, quelque chose de très bon, mais sans alcool, pour pouvoir se resucrer. Exactement. Nous respectons à la lettre, encore une fois, la méthodologie de la Haute Autorité de Santé afin d'avoir une validation pour émettre des recommandations dignes de ce nom. Vous allez suivre Madame la Présidente du comité d'organisation. Donc, pour le reste, le temps que la commission d'audition évacue la salle, il nous reste environ 12 heures pour échanger. Nous ne pouvons pas discuter en l'absence de la commission d'audition. Donc, il faut maintenant arrêter, interrompre nos échanges, gardez vos questions qui sont très pertinentes, parce que dans le déroulé des 12 heures à venir, il y a un certain nombre de thématiques qui rentrent en résonance. Et ça sera l'opportunité, j'ai repéré les personnes, pour pouvoir de manière prioritaire poser les questions. Quelques informations encore. Nous avons un timing serré au regard de la logistique du ministère, puisque vous avez un ticket dans votre badge, qui est le ticket du premier jour au self du ministère. Nous allons partir tranquillement, ensemble vers le self, vous allez pouvoir vous sustenter, et il faudra revenir dans cette salle pour 13h50. Donc l'ensemble du public doit être réuni 10 minutes avant le début de la reprise de nos échanges. Ça vous donne 1 heure pour manger, boire, etc., etc., répondre à tous vos besoins essentiels. Merci beaucoup pour votre attention et votre implication. À tout à l'heure. Bon appétit.